Salut et bienvenue dans Carnet du Kéra, une série de podcasts pour celles et ceux qui aiment la montagne. Moi c'est Christophe de l'agence de randonnée Destination Kéra. Je vous emmène au plus près du terrain pour partager la vie du Kéra au fil des saisons et au fil des rencontres. Carnet du Kéra, un podcast qui vous emmène au cœur de nos montagnes. Depuis le début de ces carnets du Kéra, on écoutait les voix du pays, celles de ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui le connaissent par cœur. Mais il me manquait peut-être une voix, celle du voyageur, de celui qui découvre le Kéra pour la première fois, qui connaît ni les sommets, ni les vallées, ni les chemins, mais qui vient ici pour comprendre, sentir, pour marcher. Aujourd'hui, on prend de la hauteur, au sens propre comme au figuré, pour entendre ce regard neuf, ce premier étonnement. J'ai eu au téléphone Gaëtan. Il est venu cet été pour un séjour dans le Kéra. J'ai eu le plaisir de l'accueillir, de lui organiser sa randonnée. Et j'ai eu envie de reparler avec lui de cette expérience à froid, quelques mois après son retour. Parce qu'un premier pas dans le Kéra, ça ne s'oublie jamais. Pour ce dernier épisode, la technique m'a joué un tour. On a parlé pendant 20 minutes et là, je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. On commence donc l'épisode sans préambule avec Gaëtan. C'est parti. Alors, du coup, Gaëtan, raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici dans le Kéra ? Moi, ce qui m'a donné envie de venir dans le Kéra, c'était des vidéos que j'ai vues, parce que je connaissais beaucoup les Alpes du Nord, les Pyrénées, mais pas Alpes du Sud. Donc, j'avais envie de découvrir ce côté-là, et je m'étais un peu référé aux vidéos que certains trekkers font, et j'avais trouvé ça juste magnifique. Donc, voilà pourquoi je suis allé là-bas. Et du coup, est-ce que tu t'attendais à quelque chose de particulier ou finalement tu t'es fait l'image du Kéra quand t'es arrivé ? Finalement, même si il y a des vidéos des personnes, je pense à Trek Attitude, à le banquier randonneur, des trucs comme ça. Et ben en fait, ouais, c'est mieux quand c'est notre vision à nous, parce qu'en fait, le regard qu'on s'en fait est quand même plus époustouflant que ce qu'on peut voir en vidéo. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le regard de chacun est différent. La sensation, les odeurs, tout ça, c'est vraiment c'est vraiment intime, quoi. Et du coup, donc vous êtes arrivé en voiture par Briançon, je crois. Pour toi, quelle image tu gardes de cette première arrivée dans le Kéra ? C'était un peu magique, surtout l'arrivée après Briançon. On voit un peu le paysage, une espèce de grand pic, un peu comme les trucs indiens en Arizona là. Le pic de Rochebrune qu'on voit de loin, ouais. Ah bah oui, c'était celui-là. Ouais. Et où on se dit déjà comment ça tient. De deux, mon frère jumeau, lui, a un peu le vertige, donc moi, je suis habitué à rouler en montagne, donc je sais que voilà, première, deuxième, et puis on fait attention à ce qui arrive en face. Mais ouais, c'était magique parce que on se dit comment ça se tient, et même quand je suis reparti du Kéra, je me suis reposé la même question parce qu'on est repassé par la même route. Ouais. Et je trouvais ça magique, et je me suis dit aussi que c'était que le début de ce qu'on allait voir de magique en fait. Hein. Et donc moi je suis venu voir le soir au gîte les Astragales, je suis venu vous remettre les documents pour randonner. Et à ce moment-là, tu m'as dit que pour vous, ce trek, même si randonner c'était pas la première fois que vous faisiez ça, ce trek représentait pour toi et ton frère un vrai défi. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors un défi personnel et en même temps un défi pour la maladie, ce qui est personnel aussi, mais dans le sens où on a toujours fait de la rando depuis petit, mais sans diabète. Mon frère l'a eu lui à 10 ans, moi je l'ai eu à 19, et là on voulait se prouver aussi que qu'on pouvait le faire avec cette maladie-là et qu'on pouvait le gérer, et puis ça aurait été aussi l'occasion de comparer nos pompes à insuline et d'en reparler auprès de nos médecins et de dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien, avec l'attitude et tout. Qui sait, ça pourra aider peut-être d'autres diabétiques qui veulent faire des treks. Ouais. Et puis de prouver aussi que c'est pas parce qu'on est au diabète et qu'on a plus de risques de faire des hypoglycémies qu'en fait c'est faisable. Hein. Du moment qu'on part avec ce qu'il faut, des fruits secs, suffisamment d'eau, et puis qu'on fait attention, il n'y a pas de souci. Le seul souci réel qu'on peut avoir, c'est le matériel en fonction de l'attitude, quoi. Ouais. Et sinon, beau défi
à relever et puis à relever pour plusieurs années, quoi. Donc là, vous aviez fait le choix de partir sur un format 5 jours. Donc c'est un format où voilà, c'est un format court. Hein, le Tour du Kéra, nous on a des formats qui font de 3-4 jours à une douzaine de jours. Et sur un format où il y a quand même du dénivelé. Vous aviez fait le choix de porter l'intégralité de votre sac. Ouais. Et du coup, pendant cette randonnée, on va dire qu'il y a un rythme de marche qui s'installe, on s'immerge vraiment dans l'ambiance du Kéra. J'ai beaucoup de randonneurs qui, en rentrant, font le crochet à l'agence et me parlent de lenteur, de déconnexion. Est-ce que vous avez eu le sentiment justement d'avoir ce temps-là, de se retrouver un petit peu seul pour soi, seul à deux, immergé dans la montagne ? Ouais, on a ça. Surtout les moments boisés. Je me souviens quand on part de Villevieille pour aller au Gabelou, on a ce petit 200 mètres de pente à 20% Dès le départ. qui fait bien mal dès le début, mais en fait il est dans les bois. Ouais. Et ça c'est juste déjà, on se dit waouh, on est déjà dedans. Pour ce qui est de la lenteur, oui effectivement, ça change de quand on est en plaine où on marche à 5 km/h, 5-6, versus la montagne où on est plutôt à 3 km/h. Ouais. Et le rythme est pas pareil parce que du coup, c'est comme quand on faisait de l'athlétisme, mon frère et moi, faut pas partir trop vite, parce qu'il faut tenir sur la durée, sur tout ça. Et donc du coup, la lenteur, le fait de pouvoir regarder plein de choses, d'être des fois époustouflé par rapport aux différents types de lumière et différents moments de la journée. Bah ça, c'est juste magique. J'ai justement fait une photo arrivé au Col Aniel. On pourra peut-être en parler plus tard, mais où j'ai un coucher de soleil sur le Col Aniel. C'est juste, enfin voilà, je pense que cette photo-là, je serai capable de la refaire. Ouais, il y a des moments comme ça. En fait, tout le trek, c'est un moment suspendu, quoi. On arrive sur le secteur Aniel. Je sais que pendant cette randonnée, il y a eu un moment un petit peu plus difficile qu'un autre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Col Aniel. Donc on est parti de Saint-Véran un peu tardivement et avec tout notre sac, alors qu'on aurait eu le temps de déposer au Sherpa, mais on a pris la décision de pas le faire. Donc on est reparti toute la partie jusqu'à la chapelle de Clusaz. Ça se passe bien. On croise du monde parce que on croise les gens qui étaient avec nous au refuge. Et puis à un moment donné, on croise plus personne. On devait être les derniers. Si on a croisé un Belge ou un Suisse, je sais plus. Et après, on croise plus personne. Après ce truc-là, mon frère avait fait déjà quelques hypoglycémies, 3 de mémoire. Et on se dit, on continue. L'inconvénient, moi, qui m'agace un petit peu, c'était que on s'arrêtait trop souvent et que il fallait qu'on continue. Et voilà. Avec le recul, en fait, on s'est rendu compte que sa pompe à insuline déconnait en altitude. D'accord. Du coup, en fait, ça donnait pas les bonnes. Ok. Donc, il est arrivé, moi, parfois d'avoir une hypoglycémie sur ma pompe et de faire un dextro capillaire et de me rendre compte que je suis en hyper. D'accord. C'était pas plus mal, donc du coup je pouvais continuer. En tout cas, sur cette rando, à un moment donné, j'ai dû prendre la décision d'appeler le PGHM pour savoir la marche à suivre. Est-ce qu'on abandonnait ? Il nous restait 2 cols avant d'arriver au Col Aniel et 2h20 de route de marche, ce qui nous aurait fait arriver tard dans la nuit et puis avec les loupiottes, quoi. Donc j'appelle le PGHM qui me dit on reste là, on appelle le refuge. Ils appellent le refuge. Jérémy vient nous rejoindre pour nous chercher et nous annonce qu'il faut qu'on redescende pour aller prendre un taxi. L'avantage, c'est qu'on a pu faire les 12 km qui étaient prévus au départ. Ouais. Mais voilà, et remonter en taxi. Ok. Au refuge. En état alors pour mon frère d'ivresse de la montagne et pour moi un peu fatigué, dégoûté. J'avais pas faim, j'avais juste envie d'aller me coucher, ce qui était pas top. Bon, finalement, j'ai réussi à manger. Et puis bon, en discutant avec Jérémy, avec sa femme, on allait se coucher. Et puis le lendemain, on était un peu un peu chill, donc on s'est posé, on est redescendu après sur Moulins-en-Para. Sur le coup, c'est dur parce que moi-même j'ai pleuré sur le coup parce que je trouvais que c'était une défaite. Mais au final, non, on a quand même trouvé la motivation de finir ce trek. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu Jérémy, enfin c'est Violette que j'ai eu qui me dit Jérémy est parti chercher Gaëtan et son frère. Donc nous on était à 5 qui est au bureau, mais voilà très vite Jérémy m'a donné des nouvelles. Il m'a dit qu'ils avaient ramené au niveau du refuge.
Et c'est vrai que le temps d'atterrir un petit peu pour vous, on a pu organiser la suite et puis adapter. Et moi, je trouve que vous avez super bien rebondi parce que j'avais identifié que vous aviez de l'attente sur ça. Et ça aurait été facile de baisser les bras et de faire toute autre chose. Mais c'est chouette. On est de l'avant, on a adapté un petit peu les parcours et vous avez fait le nécessaire pour finir en fait. Donc ça, c'est beau. Tout à l'heure, il y avait la mise en jambe dans la forêt où vous étiez dans votre petite bulle. Il y avait ce moment un petit peu compliqué juste avant d'arriver au col Aniel. Est-ce qu'il y a un moment où le temps s'est un petit peu arrêté et vous vous êtes dit ah ouais, en fait non mais là on est bien, c'est exactement ce qu'on cherche et c'est juste magique ce moment-là. Ouais, il y en a eu plein. Il y a eu l'orage sur la deuxième rando où là on s'est dit bon bah c'est la nature et c'est comme ça. On se prend de la pluie. Il y a eu les passages en forêt. Il y a eu les passages sur des plaines. Enfin c'était suspendu. Moi j'essayais de motiver mon frère des fois en lui disant t'inquiète. On a 100 mètres de dénivelé là. Après c'est fini, mais en fait c'est jamais fini. S'il y en avait encore. Et puis non, il y a eu plein de moments sympas, les pauses déjeuner à l'improviste. Enfin il y en a eu plein. Et puis la hauteur, les odeurs, les gens qu'on croise. Enfin tout ça c'était. Je peux pas trouver un moment pile poil parce qu'en fait c'était vraiment pendant tout le temps. Ok, bah c'est chouette. Et du coup, donc c'est vrai que vous avez croisé plein de gens. Donc on a parlé de Jérémy. Je sais que Florian au Gablou, vous avez fait un accueil sympa aussi. Et du coup, c'est vrai que le Kéra, c'est un petit peu la thématique de ce podcast. C'est pas juste un décor, c'est aussi des gens qui habitent, des gens qui y travaillent, il y a des bergers, il y a des gardiens, il y a les randonneurs qui sont à la vacance, il y a les habitants. Parmi toutes les belles rencontres que tu as fait pendant ce séjour, alors déjà, est-ce que tu as fait des belles rencontres? Et puis si oui, est-ce qu'il y a un visage, une parole, une attention particulière qui t'a marqué? Alors, il y a eu plusieurs rencontres de randonneurs, de trekkers avec qui on a gardé contact. Il y a Fabien, un jeune qui était parti pour 20 jours, qui habite au volcan d'Auvergne. Mm-hmm. Il y a deux petits jeunes, un boucher puis un ancien militaire qu'on a croisé à Molino-Kéra, qui eux, on a gardé contact avec eux aussi. Ok. Puis d'autres, il y avait deux femmes qu'on a rencontrées sur la fin, l'Astragale, qui commençaient leur trek. Ça c'était super. Et puis après, ce qui était vraiment super, c'est au-delà des personnes qu'on connaît pas. Après, c'est le monde de la rando. Hein. Même moi ici, on se connaît pas, mais c'est pas grave. C'est comme si on se connaissait, quoi. Mm-hmm. et non, dans les refuges, par contre, dans tous les refuges, c'est nickel. Anne et puis, l'Astragale. Anne et Yannick. Nickel. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai demandé pour le prochain trek de commencer et de finir par là. Ouais. C'était un des visages marquants. Les Gabelous, c'était où celui-là? Saint-Véran, la Maison Bleue là. Ah ouais, là les jeunes étaient super sympas. Avec Florian et Tiffen. Je me souviens plus de celui de pas Saint-Véran, celui d'avant. T'as dû dormir aux Arolles. L'ambiance était super. L'accueil aussi, mon frère a pu faire une photo avec eux. Enfin, voilà, on n'a pas hésité nous aussi à parler de tout le monde sur les réseaux parce que ça mérite. Aussi, on peut pas faire un trek et ne pas parler des gens qui nous accueillent en fait. Ok. Et de l'ambiance, même que ce soit de votre agence à vous, du PGHM et des refuges, on peut pas les oublier ces gens-là parce que mine de rien, c'est là où on a du réconfort, on a à manger, on a du chaud, et puis on a d'autres personnes qui nous racontent leur histoire. Enfin, c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de faire à l'agence. Hein. Nous, ce qu'on aime, c'est justement de prendre le temps d'échanger, de créer cet échange et c'est le cas aussi des hébergeurs, de prendre le temps de discuter avec le randonneur, d'être là, de montrer qu'on est présent et que le randonneur puisse vivre une super expérience et que de partout où il passe, on lui donne le meilleur de ce qu'on a et il repart avec un souvenir impérissable. Du coup, là maintenant que tu es rentré, effectivement, ça fait 5 mois, c'était fin juin ta randonnée. Qu'est-ce que tu gardes de ce voyage? Qu'est-ce que le Kéra
t'a laissé et que voilà, ce petit truc qui fait que quand tu m'as renvoyé ton message, Christophe, faut qu'on prépare l'année prochaine. Voilà, c'est quoi cette petite trace qui reste en toi jusqu'à ta prochaine rando? C'est une trace indélébile parce que j'ai envie de découvrir l'autre côté du coup maintenant, l'autre côté du Kara que je n'ai pas fait, le côté ouest pardon. J'ai envie aussi d'y emmener ma femme et mes enfants, même si c'est pas pour faire de la rando, mais que je leur montre aussi ce que j'ai vécu. Après, il y a plein de choses, il y a l'ambiance, et puis c'était surtout mon premier trek. Ouais. Parce que moi, en temps normal, à côté de Tours, je fais des bivouacs dans la forêt de Chinon, je fais de la rando, mais c'est toujours très plat. Après, j'ai des endroits où quand même où je peux faire du dénivelé, mais faut les trouver. Ou sinon, je vais en Bretagne. Mais là, c'était autre chose. C'était carrément autre chose de ce que j'ai pu vivre des vacances à la montagne où je faisais des randos régulièrement. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je vais en famille en vacances à la montagne, ma femme me dit que c'est pas des vacances parce que sur 15 jours, tu fais 12 jours de rando. Et que moi, ça me dérange pas pour le coup. Mais là, c'était vraiment une expérience à vivre et j'ai envie de dire, j'avais prévenu mon frère que si lui pouvait pas venir, que j'irais tout seul quand même. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire le prochain projet, que c'est en train de s'organiser, qu'on a réussi à faire peut-être venir 2 autres personnes avec nous. Et puis je me dis qu'à 40 ans, voilà, c'était le premier, c'est pas le dernier. C'est ce qu'a laissé le Kera chez moi et je pense que je retournerai souvent pour faire plein d'autres traces parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Tu vois là pour conclure et pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis arrivé dans le Kera en 2003, c'était l'automne, j'avais quitté la fac, je cherchais un petit boulot et là il y avait un poste d'animateur sur Seillac et en fait quand je suis arrivé au village, il y avait 3 feux de cheminée, il y avait des mélèzes qui étaient jaune-orangé, c'était magnifique. Et en fait, voilà, tout de suite j'ai accroché, je suis resté. Et en fait, ce que je dis souvent aux randonneurs et puis ce qu'ils me disent aussi, c'est que dès qu'on a goûté au Kera, c'est comme si on avait, je sais pas si tu as vu les sculptures sur bois. Ici, on grave beaucoup dans le Pinsambro des sculptures de rosaces. Et moi, j'ai le sentiment quand je suis arrivé dans le Kera, c'est comme si on m'avait gravé une rosace sur l'épaule et que je devais y revenir pour finir de la faire graver. Et en fait, j'y suis resté. Alors, c'est le sentiment que ça m'a donné en rentrant parce que quand je suis rentré, alors j'avais déjà vu une vidéo, c'est le banquier randonneur qui avait fait cette vidéo-là, qui parlait de dépression post-trek. Ouais. Je crois que je l'ai vécu de plein fouet parce que pendant une semaine, j'avais les larmes aux yeux, je comprenais pas pourquoi le côté citadin c'était comme ça, les odeurs étaient plus les mêmes. Il fallait à nouveau que je me remette, parce que moi je suis formateur, donc il fallait à nouveau que je me remette à former mes élèves en présentiel ou en distanciel, rester dans un bureau ou dans le bureau chez moi. Et je me suis dit, je vais plus jamais revivre ce côté où le matin je me lève, je vais dehors, je marche. Alors pour certains sans but, mais pour moi il y en avait un. Et je me dis, je vais plus le vivre ça. Donc j'ai mis un petit temps à me remettre de tout ça. Je suis retourné à la salle de sport, je suis retourné marcher et je me suis dit on refait un projet parce que il pas pouvoir tenir comme ça. C'est là que j'ai reçu le mail. C'est ça. Et voilà, donc Okay. C'est vrai que moi dans l'idée, si je pouvais déménager, après il y a plein d'autres contraintes, mais oui. Si j'avais pu déménager avec ma femme, je pense que je serais parti vivre à la montagne. Écoute, super, merci Gaëtan, je te remercie vraiment pour ce moment passé. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Donc un grand merci à toi. Et de rien, à bientôt. Chaque voyage laisse une empreinte. Et j'aime l'idée que le Kera, lui, en laisse une qui ne s'efface pas. Que ce soit pour ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent ou ceux qui viennent le découvrir, le Kera a cette manière singulière d'ouvrir quelque chose. Peut-être parce qu'ici, on marche d'abord pour se retrouver. Merci à Gaëtan pour ce partage et merci à vous d'avoir suivi cette première saison des Carnets du Kera. Carnet du Kera.
un podcast qui vous emmène au cœur de nos montagnes.